Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Valérie, fondatrice et directrice du cabinet RMS. Bonne écoute! Bonjour Florence, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour ce podcast de Réussir dans le retail. Florence, tu vas nous parler de pourquoi tu penses qu'il est temps pour les marques de luxe de s'approprier la distribution de leur seconde main. Alors, je vous présente Florence Roussel. Florence Roussel, diplômée de l'EM Lyon, qui a commencé sa carrière en marketing chez Unilever, puis chez Hasbro. Elle a travaillé, juste pour qu'on puisse rêver un peu, sur le Cluedo, sur le Monopoly. Puis, elle est rentrée dans le monde merveilleux de Disney en 2010, où elle a pris la direction rapidement des licences, puis du merchandising et du retail. Nous y voilà. Depuis 2019, elle fait du conseil, en particulier consultante pour BPI France. Alors moi, ce que j'aimerais, parce que ici on est sur le podcast Réussir dans le retail, j'aimerais que tu me dises d'abord qu'est-ce que ton exécutive MBA à l'IFM t'a apporté dans ta carrière. Écoute, merci Valérie pour cette présentation. Et puis, merci de m'accueillir dans Réussir dans le retail. Je suis très, très fière d'y participer. Alors, ce que m'a apporté ce MBA, j'allais dire, c'est vraiment une vision très holistique de l'univers de la mode. Moi, j'avais une vision avant de faire le MBA qui était ma vision de consommatrice, qui était ce que je pouvais en connaître simplement par ma vie de tous les jours. Mais je n'avais aucune connaissance, je pense, des leviers si particuliers de l'univers des marques créatives, des marques de luxe, de l'univers premium. Et je trouve que ce qui est particulièrement riche à l'IFM, c'est qu'ils ont cette volonté de vous acculturer au secteur et d'aller dans tous les détails et de tous les leviers qui font le succès et la réussite de cet écosystème. Donc, c'était très riche, très différent, je dois dire, par rapport à ce que j'avais pu faire avant, puisque moi, j'étais plutôt avec une carrière, comme tu l'as dit très justement, de marketeuse. Donc, je n'avais pas forcément ce côté des marques où le design, la création sont au centre. Et ça m'a beaucoup apporté. Et puis, l'autre point, je pense, c'est qu'en effet, j'ai découvert des marques où c'est vraiment la création et le design qui sont centraux. Je pense que l'archétype, en fait, probablement la marque à laquelle on rêve tous, c'est Chanel, où c'est vraiment la création qui décide du reste, alors que moi, je connaissais des marques où c'était plutôt le marketing qui décidait. Alors, tu as passé une bonne partie de ta carrière chez Disney. Je ne peux pas m'empêcher de t'interroger sur cette expérience chez Disney. Et moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui crée un tel attachement à cette entreprise de la part de tous les collaborateurs? Je pense que c'est une marque qui est extrêmement proche finalement de chacun de nous. On a tous une expérience Disney depuis tout petit. Souvent, le premier dessin animé qu'on voit, à mon époque, ce n'était pas des vidéos, c'était des films. Mon premier film à moi, c'était Blanche-Neige et les 7 nains, où j'ai eu très peur, où je me suis cachée sous les fauteuils quand la méchante reine-mère a voulu tuer Blanche-Neige, parce que dans les Disney, il y a aussi un petit moment d'émotion et de frisson. C'est ce côté-là, en fait, qui est très riche dans cette marque. Au-delà de mon expérience personnelle, j'allais dire qu'il y a vraiment, je pense, 3 piliers très forts qui font l'attachement à la marque et qui font la culture de la marque. Le premier, c'est vraiment l'expérience client. Ça peut faire un peu tarte à la crème maintenant parce que beaucoup de marques le disent, mais chez Disney, c'est vraiment le client qui est au centre. On part toujours du client, on essaye toujours de se mettre à la place de notre client ou notre visiteur et on essaye aussi finalement de devancer des choses auxquelles il n'a même pas pensé. Et ça, c'est vraiment très fort et c'est depuis la création. Donc, c'était vraiment la vision de Walt Disney lui-même. Le deuxième point, mais c'est très lié, c'est la transmission et l'héritage. Moi, comme je viens de te le dire, je me souviens de mon premier Disney. Je me souviens aussi de ma première expérience à Disney aux États-Unis, quand j'avais 12 ans. Comme ça crée des émotions très, très fortes, finalement, ça s'engramme chez l'individu et ça fait partie de votre héritage. Donc, c'est à la fois l'héritage de la marque, mais aussi l'héritage des gens qui ont vécu cette première expérience avec un des personnages de Disney. Et le troisième point que j'ai plus découvert quand je suis arrivée au parc, quand j'ai travaillé à Disneyland Paris, c'est l'excellence opérationnelle.
la vision de Walt Disney, c'était vraiment que ces personnages à lui allaient prendre vie au sein des parcs. Et pour que ça fonctionne, en fait, on ne se rend pas compte avant d'y travailler de l'ensemble des tout petits détails qu'il faut travailler pour que pour le consommateur, ça soit totalement immersif, totalement sans couture. Mais en fait, au niveau opérationnel, c'est très complexe. Donc, c'est vraiment ça les 3 piliers, à mon avis, qui font l'attachement à la marque. Et je dois dire qu'il y a finalement pas mal de similitudes avec les marques de luxe, parce que les marques de luxe, elles aussi, elles sont sur l'expérience, la transmission, l'héritage, et elles ont besoin, et tous les jours, elles font de l'excellence opérationnelle. Ce que tu dis, Florence, c'est que c'est l'histoire et c'est l'ADN et c'est le produit lui-même de ce que crée Disney qui crée cet engagement. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la manière de manager, est-ce que la formation aussi, toute cette culture qui existe chez Disney, est-ce que ça contribue aussi au mode à la manière dont les personnes sont engagées? Bien sûr. Alors, je pense qu'en fait, du coup, soit on adore, soit on déteste. C'est un peu, il n'y a pas forcément de juste milieu. Et Disney, c'est très bien, on vous dit, il y a des gens pour qui c'est trop fort, cette culture. La culture est tellement forte que finalement, ça peut ne pas être adapté à certaines personnes. Mais si on adhère, si on est bien là-dedans, c'est très riche. Et bien sûr, ça se retrouve dans le management. Ça se retrouve aussi sur des choses toutes simples, comme le lieu sur lequel vous travaillez. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Marne-la-Vallée au parc, backstage. Donc, quand je sortais, j'entendais la musique du parc. Quand j'allais dans mes boutiques, j'étais en contact quotidien avec mes consommateurs qui, eux, on les appelle les visiteurs, étaient en train de vivre leur expérience Disney. Donc tout ça, ça participe quand même d'une façon un petit peu différente de manager. On ne manage pas tout à fait pareil, je pense, quand on est chez Disney, parce qu'on est vraiment immergés, nous aussi, finalement, dans cette culture-là. Merci beaucoup sur ce témoignage sur Disney. Et ce qu'on voit, c'est que toi-même, tu as un très fort attachement encore à cette entreprise. On le sent vraiment. Alors, je te propose que l'on passe au sujet qui nous réunit aujourd'hui, qui est la slow fashion. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la slow fashion? Alors, en fait, c'est un sujet que j'ai découvert au début totalement par hasard, à l'occasion de mon MBA, puisque finalement, tout le monde parle de fast fashion, et puis on parle jamais, ou en tout cas, à l'époque, on en parlait très peu de la slow fashion, qui est son pendant, et qui donc est censé apporter plus de circularité, une façon plus raisonnable de consommer, une façon de mieux consommer, pas forcément moins consommer, mais mieux consommer. Et je dois dire qu'au moment où je l'ai découvert, parce que ça faisait partie de ce qu'on étudiait, j'y suis rentrée moi-même à l'époque par l'intermédiaire de Vestiaire Collective, qui s'appelait Vestiaire de Copines encore à l'époque. Et j'ai découvert finalement cette façon totalement innovante sur une plateforme de consommer du luxe. Et moi, je n'étais pas une consommatrice de luxe, c'était pas mon univers. Je crois que je n'étais plus ou moins jamais entrée dans une boutique de luxe avant d'avoir fait des cas pour l'IFM. Et j'ai trouvé que cette plateforme, avec ses produits superbes, chez vous, finalement, facile d'accès, avec une jolie curation, c'était une façon très facile d'entrer dans le luxe et ça a été ma façon à moi d'y entrer. Donc au début, c'était vraiment un processus assez personnel, j'allais dire. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on y est entré, qu'on a passé ce premier frein, j'allais dire, parce qu'on peut avoir un petit doute sur acheter un produit qui a été porté, ça peut être un petit peu inquiétant. Une fois qu'on a passé le premier cap, finalement, on se rend compte que c'est tout simple. Finalement, un produit qu'on achète neuf, dès le premier jour où on le porte, il est d'occasion. Et une fois qu'on a réfléchi à ça, on se rend compte que finalement, on est prêt à recommencer parce que l'expérience est satisfaisante. Alors, pourquoi penses-tu que les marques de luxe devraient s'approprier la distribution de la seconde main, de leur seconde main? Eh bien, en fait, je dois dire que je suis même étonnée qu'elle ne l'ait pas encore fait parce que je pensais que ça viendrait avant. Et moi, j'y vois vraiment 3 raisons principales. La première, c'est que souvent il y a souvent 2 freins à l'entrée dans le luxe. Ça peut être le budget, qui est significatif, et peut-être un certain frein à entrer dans une boutique de luxe parce qu'on se dit finalement, j'ai pas l'habitude, peut-être ça fait un peu peur, le décorum peut être un petit peu, on peut se dire qu'on ne s'y sentira pas à l'aise. Et finalement, la seconde main, ça permet de casser ces freins puisque les produits sont moins chers. Et souvent, en tout cas, la seconde main, pour l'instant, ça se fait souvent sur des plateformes qui sont par définition chez vous. Vous êtes chez vous sur votre canapé et vous scrollez sur les produits et vous passez à l'acte en achetant un produit de seconde main, que ce soit sur Vestiaire Collective ou sur Vinted, si on est plus un millennials ou une Gen Z. Le deuxième point, c'est que vraiment, la seconde main, et là, on rentre vraiment dans des tendances de fond en termes de communication, ça construit et ça renforce l'ADN de durabilité de la marque. Parce qu'un produit de seconde main, finalement, il peut passer de main en main, de consommateur en consommateur quand c'est un produit de luxe.
finalement, il va même se bonifier en vieillissant, parce que le cuir va se patiner, il va être toujours aussi beau, voire plus beau qu'au premier jour. Donc, pour les marques de luxe, c'est une façon de travailler sur leur ADN de durabilité, de transmission, travailler bien sûr sur la RSE de l'entreprise et la circularité, donc ça fait du sens. Et puis le troisième point, c'est qu'à un moment où la data est clé, finalement, pour l'instant, elles n'ont pas la vision, les marques de cette cliente ou de ce client de seconde main, elles ne le connaissent pas. Si elles réussissaient à se réapproprier ça, elles auraient de données très intéressantes sur un client qui existe, elles le savent, mais elles n'ont pas de data sur lui. Je vais prendre un exemple très personnel. Moi, je suis cliente depuis longtemps de la boutique Vuitton des Champs-Élysées pour la petite maroquinerie et pour les accessoires. Je fais régulièrement des cadeaux chez eux. Mais ils ne savent pas que j'ai déjà 2 sacs que j'ai achetés sur Vestiaire Collective. Donc, pour eux, je ne suis pas une consommatrice de sacs, alors qu'en fait, j'en ai. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, un levier qui devrait interpeller les marques de luxe. Et puis après, il y a un point qui est plus directement business, et on sait qu'actuellement, le business, c'est clé, et c'est plus difficile qu'avant à cause de la Covid. Ce business leur échappe parce que c'est pas chez eux qu'il se fait, en fait. Ça pourrait peut-être leur permettre de renforcer un lien avec la cliente européenne. Donc, c'est vrai que les marques de luxe, souvent, elles pensent Chine, 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 parce que c'est là que ça consomme. Finalement, comme la seconde main, c'est moins cher, peut-être que ça peut réintéresser la cliente européenne. Ça permet aussi de résister aux plateformes de seconde main, parce que si les marques de luxe reprennent leurs produits en propre, du coup, les plateformes de seconde main, elles seront moins attractives. On sait tous que ce qui fait entrer sur Vestiaire Collective, c'est Chanel, Vuitton, Dior, ce sont ces marques-là qui attirent. Et puis, le troisième point, c'est que bien sûr, ça générerait un business additionnel. Et là, l'intérêt, c'est on sait que le business model, il est très profitable. Donc, il n'y a pas de risque sur ce business model-là. Ok, super. Ça fait beaucoup de raisons. Hein. Et alors, comment concrètement tu vois les choses? Comment tu penses qu'une marque de luxe pourrait s'approprier cette distribution? Qu'est-ce que tu entends par là? Techniquement, je pense qu'en fait, tout est là pour pouvoir le faire. Donc, je pense que le frein, il est essentiellement psychologique et puis de se lancer. Mais finalement, disons qu'on va prendre le cas de LVMH parce que je pense que c'est probablement le groupe qui se lancera en premier. Eux, techniquement ou logistiquement, ils peuvent tout à fait s'appuyer sur 24 Sèvres. Ils ont le savoir-faire. Donc, ils ont tous les outils. Imaginons qu'ils démarrent avec Vuitton parce que c'est plus facile de prendre un cas concret. Il suffirait qu'ils incitent leurs clientes à déposer leurs produits de seconde main, soit en boutique, donc ce qui peut créer du trafic, soit sur un site dédié. Donc là aussi, ça crée du trafic, mais sur le site, donc online. Ce site, disons que, moi, dans ma tête, je dirais que ça s'appelle Vuitton Pre-Loved, parce que j'aime bien le terme anglais de Pre-Loved. Seconde main en français, c'est pas très joli, c'est un peu négatif, alors que quand on parle de Pre-Loved, on a tout de suite un produit qui a eu une vie et qui a été aimé. Donc, je trouve que ça va bien en marque de luxe et que ça construit quelque chose. Une fois que la cliente elle a déposé son produit, donc soit en retail physique, soit en retail online, dans les 2 cas, il faut faire la certification, j'allais dire. En boutique, c'est la vendeuse qui réceptionne, qui peut authentifier le produit. Et sur le cas de la plateforme, c'est fait par les équipes de 24 Sèvres. Donc là, ils savent faire. Derrière, une fois que vous faites, donc il y a une étape de curation à faire, exactement comme le fait 24 Sèvres pour l'instant, et vous créez une division du site Vuitton qui va s'appeler Pre-Loved. Donc, si vous entrez sur le site Vuitton, vous allez avoir la maroquinerie, le prêt-à-porter, et puis l'icône Pre-Loved. Et vous entrez sur des produits où il y a eu une curation, qui sont présentés avec autant d'attention, autant le même entourage, le même look and feel que l'autre partie du site. Pour que ça fonctionne, il faut évidemment aller au bout de l'histoire. Donc là aussi, si je prends l'exemple du site Vuitton, vous avez une partie qui s'appelle la newsletter, qui est le magazine. Et ce qui serait logique, c'est que dans le magazine, vous ayez tous les mois ou toutes les semaines l'histoire de sacs Speedy qui ont vécu avec peut-être la personne qui les a possédés. Vous pouvez il faut créer du contenu pour faire vivre cette partie donc pre-loved. Vous pouvez aussi imaginer, parce que vous allez avoir des pièces vintage qui sont peut-être très rares, de les mettre en avant très particulièrement, et pourquoi pas, si certaines sont vraiment exceptionnelles, les mettre dans les shootings du prêt-à-porter, parce que finalement, une cliente, elle va porter son sac vintage avec un look de l'année, puis peut-être un produit de l'année dernière, donc ça parle à la cliente. Ça raconte aussi une nouvelle façon pour la marque de participer à la vie de la cliente. Et alors, juste pour comprendre, la cliente qui veut vendre un produit vintage, enfin une pièce vintage, quel est l'intérêt pour elle de passer directement par Vuitton, par exemple, plutôt que d'aller voir des collectionneurs ou des spécialistes des pièces vintage? Alors moi, j'en vois 2. Le premier, c'est que si on est sur un site Vuitton, le produit aura plus de valeur parce qu'on est sûr que pour le coup, il est authentique
identique. D'ailleurs, on voit très bien qu'actuellement, le même produit vendu sur Vestiaire Collective est vendu plus cher que sur Vinted, parce que sur Vestiaire Collective, vous êtes sûr que le produit il a été contrôlé, alors que sur Vinted, vous prenez un risque. Parce qu'on sera sur le site Vuitton, du coup, il y aura cette garantie. L'autre point, c'est que l'univers sera évidemment beaucoup plus favorable au produit, il sera complètement lié à l'ADN de la marque, et ça, je pense que ça aussi, ça va être une garantie de le vendre mieux pour la cliente. Donc, à mon sens, si la marque de luxe fait bien son travail, pour la cliente, l'intérêt, ça sera, d'abord, elle reste dans son écosystème de la marque. Son produit, du coup, a toutes les chances de se vendre peut-être 10 à 20% plus cher. Et puis après, il y a tout ce que la marque peut construire aussi autour. La marque peut bonifier finalement et encourager la cliente à venir déposer un sac. Et on pourrait imaginer que si vous avez déposé 2 sacs dans l'année qui se sont vendus, vous avez le droit à un petit cadeau, un rouge à lèvres, un parfum. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans une démarche commerciale au sens de remise, parce que ça, ce n'est pas l'univers du luxe, mais en revanche, du money come by, de l'attention, un soin gratuit, un maquillage gratuit, ça ferait du sens. Donc, il y a aussi énormément de façons pour la marque de créer un intérêt qualitatif pour la cliente. Ok, super. Et qu'est-ce que tu penses du modèle qui a commencé à développer une marque qui n'est pas une marque de luxe, mais plutôt premium, qui est Bash? Moi, j'adore. Je trouve que c'est super bien joué. En plus, moi, j'aime bien les marques qui prennent un certain risque, et je trouve que finalement, quand on est le premier, il y a une prime à l'innovation et puis aussi la prime de risque, parce que même si on a fait des études sur le projet, on ne sait jamais comment ça va se passer dans la vraie vie. Je trouve que ce qui est très bien vu, c'est que je pense que Bash est allé au bout de l'idée. Ils savent qu'ils ont une marque sur laquelle ils ont des clientes fidèles, et forcément une cliente qui va revendre beaucoup d'occasions, c'est une cliente qui a acheté beaucoup de neuf. Donc finalement, c'est une très bonne façon de la garder sur la plateforme de la marque. En plus, ils sont allés loin, je trouve, dans l'expérience, puisque ce qu'ils ont mis en place est très simple. Et là, on sait aussi que pour que ça fonctionne, il faut que ça soit simple et seamless. Et c'est aussi pour ça que Vinted, ça marche, parce que c'est extrêmement facile. Eux, ils ont leur smart button. On est sur le site de Bash. On vend via son smart button. Ils ont fait le choix, et je trouve que c'est intelligent, que le produit soit vendu sur plusieurs sites, parce que leur idée, c'est que le produit se vende le plus vite possible, ce qui fait du sens quand on est sur une marque comme Bash. Et du coup, une fois que la cliente elle est sur le site, elle va savoir sur le site qu'elle a vendu. Statistiquement, elle a quand même toutes les chances de racheter un produit chez Bash. Donc finalement, ils bouclent la boucle de la circularité sur leur propre marque. Et ça, je trouve ça très malin. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, par rapport à mon expérience de ça, quand j'ai voulu vendre certains produits, ce que j'ai le moins aimé, c'est l'idée d'aller prendre en photo mes vêtements. Alors que là, ils proposent des visuels qui existent déjà, et donc il y a un gain de temps et un gain en termes d'image et une meilleure facilité pour pouvoir le vendre. Et il y a aussi pour la consommatrice, du coup, à la fois pour la vendeuse et pour la consommatrice, quelque chose de très qualitatif, parce que souvent, en effet, c'est la photo qui n'est pas belle, qui n'est pas valorisée, alors que là, on a le shooting idéal, et donc, normalement, ça garantit aussi une meilleure revente. Si le produit est bien shooté, il va faire plus envie, on va mieux le vendre. Je trouve que l'autre point qu'ils ont super bien réussi, c'est l'appel à la blockchain, parce que on en a parlé au tout début, souvent, le petit frein, ça peut être le côté authentification. Et finalement, grâce à la blockchain, il donne cette réassurance additionnelle parce que, on est sur le site de Bash, 2, on a ce certificat que le produit est un vrai produit. Et je trouve que ça fait du sens aussi. Et alors, toi qui viens, qui a une grosse expérience en merchandise management, ça doit être super compliqué de réintégrer dans les stocks des produits qui ne nous appartiennent pas. Comment tu imagines ça? Alors, je pense que c'est la phase la plus complexe, en fait. Alors, en ligne, c'est assez facile parce que finalement, en ligne, on va être sur des shootings. C'est plus facile à réintégrer finalement sur un catalogue online qu'en physique si on les remet en point de vente. Souvent, et d'ailleurs, on le voit dans les expériences qui fonctionnent bien sur de la seconde main, on est sur des mises en scène de colorama parce qu'on a finalement très peu de taille. On peut n'avoir qu'une taille de chaque et même pas forcément toutes les tailles. Donc là, il faut vraiment raisonner univers et couleurs et se mettre à la place de la consommatrice pour se dire finalement cette pièce-là, qu'est-ce qui va être mon levier d'achat? Et du coup, présenter cette pièce avec ce spectre du levier d'achat de la consommatrice plutôt que de simplement l'intégrer dans un merchandising qui serait beaucoup plus cadré avec les pièces de bas, les pièces de haut et les accessoires.
Donc, il faut raisonner couleur et il faut raisonner utilisation et levier d'achat pour que ça fonctionne bien. Et alors, qu'est-ce que tu penses de la seconde main dans les boutiques, puisqu'on est sur le podcast Réussir dans le retail? Qu'est-ce que tu penses de la seconde main dans les boutiques? Alors, je pense que beaucoup de gens vont se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça à réussir. Je dois dire que j'en ai fait les frais, moi, avec mon équipe, en fait, à Disneyland Paris, parce qu'on avait lancé en 2015, c'est ça, en 2015 ou un peu après? Non, je dis une bêtise. En 2018, on a lancé un pop-up vintage de produits Disney sélectionnés dans le monde entier dans notre boutique Disney Fashion, qui était notre concept store. Et on a eu des chiffres la première semaine juste énormes. Donc, on s'est dit, c'est bon, on sait faire, on a réussi. Et puis, la semaine d'après, catastrophique. Et donc là, on s'est posé la question de pourquoi on avait fait cette première semaine extraordinaire et cette deuxième semaine très décevante. Et on s'est rendu compte que toutes les belles pièces étaient parties et qu'en effet, on n'avait pas le savoir-faire de merchandising. Donc, notre merchandise de départ, il était cassé par le fait que les consommatrices avaient acheté et que du coup, il n'était pas structuré de la bonne façon. Donc, en fait, pour que ça fonctionne, il y a vraiment une attention au détail à avoir en permanence, à tous les jours, finalement, réorganiser le merchandising pour qu'il soit cohérent le matin. Et finalement, s'il faut le refaire 2 fois par jour parce que vous avez vendu, ben, il faut le refaire 2 fois par jour. Donc, le problème que je vois sur les gens qui se lancent sans ce savoir-faire là, c'est qu'ils vont vendre très très vite toutes les bonnes pièces et puis derrière, ça ne bougera plus. Et le rôle des boutiques peut être complémentaire aussi de cette seconde main online. C'est, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir les personnes qui viennent déposer leurs produits en boutique, ou ça peut être aussi le click and collect dans les magasins, qui crée d'une certaine manière du trafic et qui aussi offre du service aux clients ou aux clientes. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire d'autre sur cette seconde main et l'appropriation des marques de luxe de sa distribution? Alors, je pense que si on veut aller vraiment au bout de l'idée, il faut aussi qu'elle se le réapproprie at retail. Donc, j'imagine d'aller au bout en créant, pourquoi pas, des pop-up dans leur propre boutique ou dans les grands magasins, avec une curation, avec une événementialisation pour là aussi donner une autre vision de la marque et pourquoi pas mélanger ces produits anciens avec des collections actuelles. J'imagine aussi très bien qu'on pourrait avoir avenue Montaigne, je reprends mon exemple de Vuitton, une boutique dédiée à la seconde main avec des services qui pourraient vraiment aller autour de la transmission, par exemple. On pourrait imaginer que moi, en tant que maman, je donne à ma fille un Speedy sur lequel j'écris des dates clés pour nous, notre phrase, son surnom. Enfin, on peut aller très très loin. Le fait que ce produit ait été aimé, ça rajoute une charge émotionnelle au produit de la marque de luxe. On peut aussi imaginer des événements avec des artistes qui viendraient personnaliser pendant une semaine des produits qui bien sûr seraient à la revente après. Donc on peut vraiment construire assez loin et amener une nouvelle façon, un discours un petit peu différent des marques de luxe. Souvent on dit que les marques de luxe sont un peu dans leur tour d'ivoire. L'intérêt que j'y vois, c'est que ça peut permettre, tout en restant très luxe, d'être finalement un peu plus proche de la cliente. Et puis l'autre point, c'est que si elles ont récupéré la data sur cette consommatrice, parce que donc si elles font ça, elles vont savoir que telle consommatrice ou tel consommateur consomme à la fois du neuf, et puis par exemple, je reprends mon exemple des sacs de collection passée. Mais du coup, ils vont pouvoir pousser à ce consommateur des sacs de la nouvelle collection qui correspondent aux typologies de ce qu'achète le consommateur en seconde main. Ça peut aussi permettre d'orienter, de se dire on voit qu'on a une collection qui est très recherchée en seconde main. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une réédition avec peut-être des choses un petit peu différentes? Donc, ça permet aussi de nourrir les nouvelles collections de la marque. Alors, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur ce que tu viens de dire juste avant, quand tu parlais de créer une boutique Vuitton sur l'avenue Montaigne, spécialement dédiée aux secondes mains. Hier soir, nous organisions nos premières Retail Talks avec des directeurs de flagship et la réflexion, c'était comment développer la clientèle locale. Et on a évidemment parlé de seconde main et les idées qui sont ressorties ont été nombreuses et en particulier l'idée de proposer à des clientes qui veulent par exemple transmettre un sac qu'elle a beaucoup aimé et de pouvoir le customiser, lui faire pour sa fille ou pour un cadeau, pouvoir mettre des initiales ou mettre tout simplement un foulard ou une nouvelle bandoulière qui modernise
ce sac. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que on s'est rendu compte hier soir que les équipes en magasin ont déjà beaucoup d'idées par rapport à ça et sont très ouvertes à ça. Et je trouve que, en tout cas, ce que tu proposes pourrait vraiment être suivi par les équipes sur le terrain sans souci. Je ne suis pas étonnée parce que je pense que comme les équipes sont toujours plus près des consommateurs, enfin des consommateurs et des consommatrices, souvent elles ont plein d'idées. Et je pense que c'est aussi la problématique souvent des grandes entreprises, c'est que par définition au siège, on est un peu loin de ces boutiques, on est un peu loin de sa base et il y a énormément d'idées super qui naissent tous les jours parce que la vendeuse ou le vendeur est en contact avec son client ou sa cliente, mais ça ne remonte pas. Ça ne remonte pas ou ça s'arrête ou ça fait peur et on n'y va pas. Mais je suis persuadée que les gens les équipes sur le terrain ont déjà compris que ça pourrait être un énorme gain pour eux de proximité, tout simplement. Super. Un mot de la fin pour nos auditeurs? Le mot de la fin, je crois que tu l'as senti, le retail, c'est passionnant. Enfin, c'est vrai que moi, je suis tombée un peu dedans par hasard. Au début, je n'étais pas dans le retail et je pense que quand on tombe dedans, on découvre un univers qui est extrêmement riche. On découvre que c'est probablement là qu'on est le plus près de ses consommateurs et ses consommatrices parce que c'est finalement sur le point de vente, qu'il soit online ou offline, que le produit rencontre son client. Et finalement, tant qu'on ne connaît pas ça ou si on ignore ça, je pense qu'on est moins bon en stratégie, on est moins bon pour faire vivre la marque et pour la développer. Super, merci beaucoup Florence. Florence Roussel qui vient de partager avec nous ses convictions sur le besoin des marques de luxe et la bonne idée de s'approprier la distribution de leur seconde main. Merci, à très bientôt. Merci Valérie, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Réussir dans le Retail. Nous espérons qu'il vous a plu et qu'il vous a donné des idées. Réussir dans le Retail est diffusé sur SoundCloud, Apple Podcasts, mais aussi sur le compte Instagram de RMS, Retail Management Service. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, vos impressions nous intéressent pour améliorer notre format. Vous pouvez aussi nous proposer des sujets à traiter ou des personnalités à interviewer. Si vous voulez soutenir notre chaîne Réussir dans le Retail, partagez ce podcast et parlez-en autour de vous. Un grand merci à Aurélia pour la musique. Vous pouvez écouter son album intitulé Blue Inside sur YouTube. Encore merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.